Une sécheresse qui a duré des siècles a peut-être changé le destin de l'île de Rapa Nui, bien plus que toutes les histoires spectaculaires que vous avez pu entendre sur les Moai. Ce manque d'eau lent et implacable a peut-être discrètement redessiné les lieux de vie, l'organisation de la société, et la raison pour laquelle ces immenses visages de pierre se dressent exactement là où ils sont. L'histoire classique de Rapa Nui est la suivante. Des gens sont arrivés sur une île isolée du Pacifique. Ils ont abattu des arbres pour déplacer des statues massives et se sont affrontés entre eux. Les ressources se sont épuisées et leur société s'est effondrée. Les chercheurs ont continué à creuser, analyser les sols, étudier les roches et examiner les données climatiques. Plus ils accumulaient de preuves, moins le récit de l'effondrement tenait debout. L'île ne s'est pas simplement désintégrée toute seule. Autre chose l'a poussée année après année, génération après génération. Aujourd'hui, les scientifiques pensent que cet autre facteur était une méga sécheresse qui a duré des siècles. Quand les pluies tombent sous la normale aussi longtemps, la terre change. Les plantes souffrent et l'agriculture devient risquée. L'eau douce devient la ressource la plus précieuse de l'île. Sur Rapa Nui, l'eau douce a toujours été limitée. L'île ne couvre qu'environ 163 km² et ne possède ni rivière majeure ni cours d'eau permanent. Elle possède quelques lacs de cratères volcaniques, mais ils ne peuvent pas subvenir aux besoins de tous pendant les périodes de sécheresse extrême. Quand la pluie disparaît pendant des décennies, chaque goutte compte. La majeure partie de l'eau utilisable de l'île se trouve sous terre. La roche volcanique forme le socle de l'île et l'eau de pluie s'infiltre à travers les fissures pour s'accumuler en profondeur. Dans certaines zones côtières, cette eau souterraine ressort lentement près de l'océan. Quand elle se mélange légèrement à l'eau salée, elle peut rester potable si le taux de sel reste assez bas. Cette étroite bande le long du rivage devient une bouée de sauvetage. Pendant une longue sécheresse, ces points d'eau font la différence entre la survie et le désastre. Et c'est là que ça devient intéressant. Beaucoup de Moai se dressent précisément près de ces résurgences d'eau douce côtière. Ils se concentrent là où l'eau douce aurait été disponible, surtout pendant les saisons sèches. Ce schéma a poussé les scientifiques à poser une question simple. Et si les statues marquaient l'eau? Et si elles se trouvaient là où les gens se rassemblaient parce que l'eau y coulait? Certaines théories anciennes parlaient de compétition entre clans. Plus les statues étaient grandes, plus la puissance était affichée, et plus elles étaient nombreuses, plus le prestige était grand. Mais ensuite, les chercheurs ont cartographié l'emplacement des statues et remarqué qu'elles étaient toutes liées à l'accès à l'eau. Un lien trop fort pour être ignoré. Les Moai ont peut-être servi de marqueurs sociaux. Ils signalaient qu'un groupe contrôlait et protégeait une source d'eau douce vitale. Et dans un endroit presque sans rivière, ce contrôle signifiait tout. À mesure que la sécheresse s'éternisait, la vie s'est probablement rapprochée de la côte. Les zones intérieures n'avaient plus autant d'importance quand les cultures peinaient et que l'eau de surface disparaissait. Les zones côtières avec des eaux souterraines sont devenues des centres d'activité. Les habitants cultivaient avec soin en utilisant des jardins de pierre qui retenaient l'humidité dans le sol. Ils utilisaient des pierres brisées pour réduire l'évaporation et protéger les cultures du vent. Cette technique montre de la planification, pas du chaos. Ça montre qu'ils se sont adaptés aux nouvelles conditions. Les statues elles-mêmes montrent que les gens devaient travailler ensemble et rester organisés pour les réaliser. Certaines pèsent jusqu'à 80 tonnes. Certaines mesurent plus de 9 mètres de haut. Les déplacer sur un terrain accidenté sans outils métalliques semble impossible. Mais de nouvelles recherches ont résolu ce mystère. Ils ont construit une réplique de Moai pesant environ 4 tonnes et demie. Pour l'expérience, 18 personnes ont saisi des cordes attachées à la statue et ont commencé à la balancer d'un côté à l'autre. Pas à pas, ils l'ont guidée sur environ 90 mètres et ils l'ont fait en seulement 40 minutes. C'est étonnamment rapide et bien plus efficace que d'essayer de déplacer un énorme bloc de pierre à plat sur des rondins ou des rouleaux en bois. L'île elle-même facilitait le travail. Les anciennes routes de Rapa Nui faisaient environ 4 mètres de large et présentaient une légère courbure vers l'intérieur sur les bords. Cette courbure subtile fonctionne comme un rail de guidage naturel. Elle aide à maintenir l'équilibre d'une statue haute et lourde qui avance dans ce mouvement de balancier. Chaque déplacement ne faisait pas que transporter un Moai, il remodelait aussi le chemin. Les ouvriers dégageaient probablement les pierres et nivelaient le sol au fur et à mesure, préparant de courts tronçons à la fois. Ils dégageaient sans doute une portion, faisaient avancer la statue en rythme régulier, s'arrêtaient, ajustaient les cordes, nettoyaient la section suivante et recommençaient.
Si vous regardez des images aériennes de l'île aujourd'hui, vous pouvez encore voir les traces de ces anciennes routes. Elles sillonnent le paysage, parfois parallèles comme des itinéraires de secours. Si les habitants n'ont pas abattu tous les arbres pour déplacer les statues, alors le récit de l'effondrement s'affaiblit encore davantage. Les forêts peuvent disparaître avec le temps, mais il semble désormais que la sécheresse ait joué un rôle plus important dans cette histoire. Les arbres souffrent quand les pluies diminuent année après année. Le climat peut décimer les forêts sans que les humains soient irresponsables. Les études génétiques ajoutent une dimension. Les chercheurs pensaient que la population locale s'était effondrée avant l'arrivée des Européens dans les années 1700. Mais en analysant les génomes de 15 individus historiques de Rapa Nui, ils n'ont trouvé aucun signe d'un effondrement démographique massif dans les années 1600. En génétique, un vrai effondrement laisse une empreinte claire appelée goulot d'étranglement, ce qui signifie que la population décline tellement que la diversité génétique chute brutalement. L'équipe n'a rien observé de tel. Au contraire, ils ont constaté que la population était restée relativement petite et stable, n'ayant probablement jamais dépassé 3000 personnes. Ce chiffre correspond bien mieux à ce que les premiers visiteurs européens ont noté, et c'est très loin des anciennes estimations qui avançaient 15 000 habitants. Mais il y a eu un net déclin dans les années 1860, après le contact européen, pas avant. Et voici un autre rebondissement. L'ADN révèle aussi une ascendance amérindienne chez les individus de Rapa Nui passés et présents. Ce mélange a probablement eu lieu des siècles avant que les Européens n'atteignent l'île en 1722. Cela signifie que des Polynésiens et des peuples autochtones d'Amérique du Sud se sont rencontrés à travers des milliers de kilomètres d'océan. Peut-être que des navigateurs de Rapa Nui ont voyagé vers l'est, ou que des Amérindiens ont navigué vers l'ouest. Quoi qu'il en soit, le contact a eu lieu bien avant que les navires coloniaux n'apparaissent à l'horizon. L'archéologie ajoute encore une couche. Les chercheurs ont trouvé des lames d'obsidienne dans le plus ancien site d'habitation connu sur Rapa Nui. En examinant les outils au microscope, ils ont découvert de minuscules grains d'amidon collés au bord. Ce sont des résidus alimentaires anciens. Sur 46 grains, ils ont pu en identifier clairement 21, et ces grains provenaient de 8 plantes différentes. Certains étaient logiques. Le taro et l'igname sont des cultures polynésiennes classiques. L'arbre à pain et la pomme de Tahiti sont aussi polynésiens, probablement transportés à travers l'océan en pirogue par les premiers colons. Le gingembre est aussi apparu, probablement comme remède ou épice. Mais les lames portaient aussi des traces de patates douces, de manioc et d'achira, des cultures originaires d'Amérique du Sud. Et ils les ont trouvées dans les couches les plus anciennes du site. Cela signifie que les premiers colons ne survivaient pas uniquement grâce à ce qu'ils avaient apporté de Polynésie. Ils étaient déjà connectés à l'Amérique du Sud il y a environ 1000 ans. La patate douce se démarque particulièrement, car elle a dû traverser le Pacifique d'une manière ou d'une autre, bien avant l'arrivée des Européens en 1722. Donc, quand on décrit Rapa Nui comme isolé et coupé du monde, cette image ne tient pas vraiment. C'étaient des navigateurs océaniques accomplis. Les chercheurs veulent maintenant aller plus loin. Ils prévoient d'utiliser l'analyse isotopique pour reconstituer les régimes de pluie anciens. Les isotopes sont de minuscules variations dans les éléments chimiques. En les étudiant dans le sol et la roche, les scientifiques peuvent estimer à quel point le climat était humide ou sec il y a des siècles. Ils veulent aussi cartographier les aquifères souterrains, ces réservoirs naturels d'eau stockés dans les couches rocheuses. Cette cartographie pourrait confirmer précisément à quel point l'emplacement des statues correspond aux sources d'eau douce. Et ainsi, à chaque nouvelle étude, le récit dramatique du « ils se sont détruits eux-mêmes » s'effrite un peu plus. La vie sur l'île n'était pas facile, avec de longues sécheresses qui mettaient tout le monde sous pression. Mais les preuves ne montrent pas une société sombrant dans le chaos. Ça montre des gens qui s'adaptent. Ils se sont attachés à protéger les ressources qui comptaient vraiment. Et tant bien que mal, ils ont tenu pendant des générations dans un endroit qui ne laissait aucune marge d'erreur. Et ça change complètement notre regard sur Rapa Nui. Une découverte étrange dans le lac Huron nous informe qu'il pourrait possiblement contenir les vestiges d'une civilisation entière. Tiens, attendez. Est-ce que ce ne serait pas l'Atlantide? Pas exactement. Mais s'il y a vraiment eu jadis une civilisation sous-marine à cet endroit, elle devait être assez avancée. Il y a environ 10 000 ans, 2 petits fragments d'un outil de pierre se sont détachés et sont tombés par terre sans que personne ne s'en aperçoive. Ils sont restés enterrés là pendant des milliers d'années.
jusqu'en 2013. Puis des scientifiques ont remonté un petit morceau de boue de la taille d'une brique de lait depuis le fond du lac Huron, à 30 mètres sous la surface. Dans la boue, ils ont trouvé ces deux éclats faits d'obsidienne. Un verre volcanique noir et brillant qui se forme lorsque la lave se refroidit rapidement. Après des tests précis, ils ont réalisé que ces éclats provenaient du centre de l'Oregon, ce qui représente une assez longue distance, environ 4000 km. Ce site préhistorique des Grands Lacs a été découvert sur la crête Alpena-Amberley, une formation sous-marine qui reliait autrefois ce qui est aujourd'hui le Michigan et l'Ontario. À l'époque, c'était des terres sèches. Les premiers humains y construisirent des pièges pour animaux, le caribou par exemple. L'ère glaciaire s'éteignait et bientôt, les Grands Lacs commencèrent à se former. L'obsidienne était le matériau high-tech des temps anciens. Elle est extrêmement tranchante et parfaite pour fabriquer des outils. Si vous étudiez attentivement ces éclats, vous ne pourrez pas douter que les outils dont ils proviennent furent de fabriquer de main d'homme. La façon dont ils ont été taillés évoque un travail des plus minutieux. Ces anciennes populations ne fabriquaient donc pas seulement des outils élémentaires, ils avaient également accès à de l'obsidienne venue de contrées extrêmement lointaines. On pense en conséquence qu'il existait déjà à l'époque un immense réseau commercial. Depuis plus d'un siècle, des gens émettent l'hypothèse que des sociétés anciennes pourraient avoir existé sous les Grands Lacs, mais personne n'en a jamais eu la preuve. C'est pourquoi les travaux sur ce site archéologique submergé sont si importants. Une équipe de chercheurs tente depuis plus de 10 ans d'en apprendre davantage sur ces ruines vieilles de 10 000 ans et sur la civilisation qui les aurait laissées derrière elles. L'eau glacée du lac Huron a agi comme une capsule temporelle qui a permis de préserver des choses pendant des milliers d'années. Jusqu'à présent, les chercheurs ont trouvé non seulement des outils en pierre, mais aussi des arbres millénaires avec leurs racines encore intactes et des tourbières sous-marines où ont été préservées des graines et des feuilles. Un peu comme le Pompéi de l'âge de glace, une scène figée dans le temps. Ces découvertes aident également les scientifiques à concevoir de nouvelles méthodes d'archéologie sous-marine. Ils utilisent des sonars, des robots sous-marins et des plongeurs. Il est assez incroyable que les outils qu'ils ont découverts sur la crête Alpena-Amberley soient beaucoup plus petits que d'autres outils de la même époque trouvés à proximité. Cela pourrait indiquer qu'un groupe différent de personnes vivait ici et qu'ils avaient leur propre mode de vie. Même les tourbières qu'ils ont trouvées, qui datent d'environ 9500 ans, recèlent des secrets. Elles sont pleines d'aiguilles de pin, de graines et de feuilles qui pourraient nous informer sur l'environnement de l'époque. D'ordinaire, ce genre de choses se décompose rapidement, mais l'eau froide et douce les a préservées. L'équipe du Michigan collabore avec des scientifiques basés à Cambridge, en Angleterre, pour extraire l'ADN de ces restes. Si cela fonctionne, nous pourrions enfin savoir quel type d'animaux vivaient là, et peut-être même plus. Ils ont encore des années de travail sur ce site préhistorique des Grands Lacs. Un autre célèbre site archéologique submergé est la cité perdue de Pavlopétrie. Les archéologues pensent qu'il s'agit de la plus ancienne ville engloutie du monde, tout au moins selon nos connaissances actuelles. Pavlopétrie a environ 5000 ans. Cela signifie qu'elle existait bien avant les légendaires héros grecs des récits d'Homère. Les scientifiques l'ont aperçue pour la première fois en 1904, puis l'ont oubliée jusqu'en 1967, lorsque Nicholas Fleming l'a redécouverte. Il l'a décrite comme une ville de l'âge du bronze, désormais engloutie sous 3 à 4 mètres d'eau. Un an plus tard, il est revenu avec une équipe de scientifiques pour en étudier les ruines. En l'espace de 6 semaines, en utilisant uniquement des rubans métriques et une grille élémentaire, ils ont réussi à cartographier la ville. Ils ont constaté qu'elle s'étendait sur environ 300 par 150 mètres et comportait au moins 15 bâtiments, des cours, 5 rues, 2 tombeaux et environ 37 petites tombes en pierre. Ils ont également trouvé des indices indiquant que les ruines se poursuivaient sur l'île voisine de Pavlopétrie elle-même. Ils ont déterré des poteries incroyables, des lames en obsidienne et en chaille, et même une minuscule figurine en bronze qui pourrait dater de l'an 2800 avant l'ère commune. Cependant, la plupart des bâtiments proviennent de la période comprise entre 1650 et 1180 avant l'ère commune. Ensuite, les scientifiques ont de nouveau abandonné le site jusqu'en 2009, lorsqu'une équipe de chercheurs a lancé un nouveau projet quinquennal, dont la mission était d'explorer en profondeur l'histoire de Pavlopétrie. Cette fois, ils disposaient d'outils de cartographie numérique et de meilleurs équipements de plongée, ce qui leur a permis d'explorer et même de faire des fouilles sous-marines. Ils ont découvert 9000 mètres carrés supplémentaires de bâtiments, y compris une grande salle et des rues cachées.
De plus, ils ont déterré d'autres poteries qui leur ont indiqué que des gens avaient vécu là entre 3000 et 1100 avant l'ère commune, et que la ville comptait une population de 500 à 2000 personnes. Personne ne sait avec certitude comment cette cité a fini sous l'eau, mais beaucoup de scientifiques pensent que ce fut à cause d'un tremblement de terre, peut-être vers l'an 1000 avant l'ère commune, ou même aussi tardivement que l'an 375 de notre ère, parce que c'est la plus ancienne ville sous-marine jamais découverte. Certaines personnes croient même que Pavlopétrie pourrait avoir inspiré la légende de l'Atlantide. Un autre prétendant au titre d'Atlantide se trouve près du Japon. En 1986, un plongeur local explorait les eaux près des îles Ryukyu lorsqu'il découvrit une structure géante faite de marches parfaitement formées et aux bords tranchants. Elle se trouvait à 25 mètres sous l'eau. Aujourd'hui, le monument Yonaguni reste l'un des sites sous-marins les plus mystérieux de la planète. La structure mesure presque la moitié d'un terrain de football, environ 50 mètres de long et 20 mètres de large. Elle ressemble à une immense pyramide de pierre, avec des plateformes superposées et des marches empilées les unes sur les autres. Personne ne sait vraiment d'où elle vient, ni qui l'a construite. Certains experts pensent que le monument pourrait avoir plus de 10 000 ans, ce qui le rendrait plus ancien que les pyramides égyptiennes. Une théorie suggère qu'il pourrait s'agir des derniers vestiges d'une civilisation perdue portant le nom de Mu, une société mythique du Pacifique similaire à l'Atlantide. D'autres pensent que c'est un peuple ancien, qui vivait au Japon, dès l'an 12 000 avant notre ère, le peuple Jomon, qui l'aurait construite. Mais de nombreux scientifiques et géologues sont sceptiques quant à cette possible civilisation sous-marine. Même si Yonaguni possède des passages étroits, des ouvertures en arc et des angles droits, qui ressemblent presque à des pâtés de maison. Ils disent que le site ressemble davantage à une formation rocheuse naturelle, comme la chaussée des géants en Irlande du Nord, par exemple. L'ensemble du monument est encore relié à un bloc de substratum rocheux, ce qui signifie qu'il n'a pas été construit pièce à pièce. Et la façon dont les couches de roches sont empilées est probablement liée au tremblement de terre et au mouvement tectonique. Il est situé dans la très active ceinture de feu du Pacifique. Un géologue marin y retournait sans cesse, et à chaque fois, il découvrait quelque chose de nouveau. Il affirme avoir repéré des traces d'outils dans la roche, des symboles gravés sur des faces de pierre et même des formations rocheuses en forme d'animaux. Il pense que ces sculptures indiquent l'existence d'une culture provenant du continent asiatique. Il a déclaré avoir identifié 10 structures différentes au large de Yonaguni, y compris un château en ruine, un arc de triomphe, 5 temples et même un énorme stade. Ces bâtiments semblent être reliés par des routes et des canaux, et certaines parties sont même entourées de ce qui ressemble à d'immenses murs de pierre. L'explorateur pense que la ville a au moins 5000 ans. Il se base pour cela sur des stalactites trouvées dans des grottes sous-marines voisines, qui n'ont pu se former qu'après l'inondation des grottes. Ses partisans affirment n'avoir jamais vu un tremblement de terre créer des formes comme celle-ci sous l'eau ou à sa surface. Mais les sceptiques mettent tout cela sur le compte de l'érosion, et insistent sur le fait que ce sont les courants sous-marins et les créatures marines qui ont creusé des trous dans la roche. Si vous souhaitez vous faire votre propre opinion, le site est ouvert aux visiteurs et c'est assurément une expérience de plongée des plus amusantes. Un navire rempli d'or et d'autres trésors d'une valeur de plus de 13 millions de dollars a été retrouvé au milieu du désert de Namibie après presque 500 ans. La personne à l'origine de cette découverte était à la recherche de diamants, mais elle a fini par trouver quelque chose de bien plus précieux pour l'histoire. Il y avait des blocs de cuivre, du bois, des tuyaux et des défenses d'éléphants. Les mineurs sur place ont appelé un archéologue qui s'est vite rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'une plage perturbée comme il le pensait, mais bien d'une épave. Toutes les preuves indiquaient qu'il s'agissait d'un navire marchand portugais, le Bom Jesus, qui avait disparu au XVIe siècle. Les experts pensent qu'il s'agissait d'un type de navire spécial, plus grand, plus solide et plus performant que les anciens navires du Portugal et d'Espagne. Ces navires étaient construits pour emmener les explorateurs portugais dans de longs voyages vers des contrées lointaines comme l'Inde, la Chine et le Japon, et revenir avec des tonnes de marchandises. Le Bom Jesus transportait probablement des trésors de Lisbonne, la capitale portugaise, vers l'ouest de l'Inde. Mais il semble qu'en contournant la pointe sud de l'Afrique, près de la Namibie, une grosse tempête ait poussé le navire trop près du rivage. Le navire aurait alors heurté un rocher, aurait chaviré et se serait brisé avant de sombrer. Les archéologues ont trouvé sous l'eau le trésor du capitaine, qui s'est probablement échappé lorsque la coque en bois du navire s'est rompue. Ils ont également trouvé des morceaux du navire éparpillés le long du rivage.
probablement à cause de la violente tempête, et plus tard, des travaux de construction menés dans la région. La tempête a dû être très violente, mais comme ils n'ont pas trouvé beaucoup d'os, ils pensent que la plupart des membres de l'équipage ont survécu ou ont été perdus en mer. Le navire était divisé en 3 sections et était incroyablement bien conservé, grâce aux épaisses couches de sable qui le recouvraient et l'empêchèrent de pourrir. Les archéologues qui ont étudié l'épave ont découvert plus de 40 tonnes de fret. Il y avait des canons, des épées, des blocs de métal, du plomb et de l'étain, des tissus et des outils que les marins utilisaient pour se repérer avec les étoiles lorsqu'ils traversèrent l'océan. Mais la découverte la plus passionnante reste celle de 1845 lingots de cuivre, pesant au total 16 à 17 tonnes. Ces lingots de cuivre, des morceaux de métal pur, sont encore en très bon état car la coque du navire et les couches de sable les ont protégés de l'eau de mer. Les scientifiques ont même réussi à lire les marques qu'on avait gravées dessus et ont appris qu'ils avaient été fabriqués par une très riche société commerciale allemande. Il y avait également plus de 2000 pièces d'or et d'argent provenant de différents pays et 105 énormes défenses d'éléphants pesant environ 2 tonnes. Les défenses étaient probablement destinées à devenir des objets de luxe, tels que des bijoux ou des sculptures. Les archéologues ont prélevé des échantillons d'ADN sur les défenses et ont découvert qu'elles provenaient d'éléphants des forêts et des savanes d'Afrique de l'Ouest. Les chercheurs ont eu de la chance, car le navire se trouvait dans une zone d'extraction de diamants à accès restreint. Aucun pilleur n'avait pu mettre la main sur les trésors avant eux. Le Bom Jesus reste l'épave la plus ancienne et la plus précieuse jamais découverte au large de la côte ouest de l'Afrique subsaharienne. Une autre épave récemment découverte par hasard était enfouie sous une dune de sable de 3 mètres de haut près de la mer Caspienne. Certains l'appellent le plus grand lac du monde. Et son niveau d'eau monte et descend au fil du temps en raison des changements climatiques. Ces changements peuvent déplacer le sable et mettre au jour, le long de la côte, des objets tels que cette épave et d'autres trésors. C'est en raison de la lente disparition de la dune que le navire a commencé à apparaître. Avant de la déterrer, les scientifiques craignaient que les vagues n'endommagent que l'épave. Pour la protéger, ils ont érigé un mur avec plusieurs milliers de sacs de sable, formant une digue. Lorsque le navire a enfin été désenfoui, ils ont découvert qu'il s'agissait d'un vaisseau marchand à 3 mâts de 28 mètres de long, avec une double coque solide. Des échantillons de bois ont permis de déterminer que le navire avait été construit entre le XVIIIe et le XIXe siècle à partir d'arbres tels que le pin sylvestre, l'épicéa et le mélèze provenant de la région de la Volga ou du Caucase. Ils ont même trouvé du sarrasin et des plantes de la même région, qui étaient probablement échangées ou utilisées pour nourrir les marins. Cela prouve que le navire faisait partie d'un groupe de navires marchands qui naviguaient autrefois sur la mer Caspienne. Un jour, un pêcheur amateur qui avait plongé à 6 mètres sous la mer au large des côtes de la Turquie a remarqué d'énormes restes métalliques. Il avait une caméra sous-marine, il a donc filmé sa découverte et l'a apportée à des scientifiques. Ils ont immédiatement ouvert une enquête et ont appris qu'il devait s'agir d'une épave des premières décennies du XXe siècle. Il s'agirait d'un navire de l'Empire ottoman qui avait pour mission de livrer des marchandises, mais qui avait disparu sans laisser de traces. Les scientifiques ont obtenu la permission d'étudier cette épave de la mer Noire en détail afin d'en apprendre davantage sur ses mystères. Ils espèrent trouver ses papiers d'identité, ce qui leur permettra d'obtenir quelques réponses, car le navire lui-même est en très mauvais état et difficile à manipuler. Des robots sous-marins appartenant à une compagnie pétrolière et gazière ont repéré des centaines d'anciennes amphores intactes sur le fond marin de la Méditerranée orientale. Les experts pensent que ces amphores ont 3300 ans. Il s'agirait donc de la plus ancienne épave de navire découverte en haute mer. Les amphores étaient probablement utilisées pour stocker de l'huile ou d'autres produits agricoles, tels que des fruits. Cela prouve que les personnes qui les avaient fabriquées s'occupaient également de commerce maritime et possédèrent des compétences incroyables en matière de navigation. Cela nous indique aussi que les marins de l'Antiquité étaient capables de traverser la Méditerranée sans avoir à se repérer d'après les côtes. Tout ce qu'ils pouvaient voir, c'était l'horizon, et ils devaient donc utiliser le soleil et les étoiles pour s'orienter. Au large des côtes siciliennes, sous 6 mètres de sable et de roches, des archéologues ont découvert une épave si ancienne qu'ils ne sont même pas sûrs des matériaux utilisés pour la construire. Ils pensent que le navire date du VE ou 6e siècle avant notre ère, ce qui signifie qu'il aurait plus de 2500 ans. Ce navire ancien n'était pas seul. Les chercheurs ont également trouvé 2 ancres en fer en forme de T inversées datant du 7e siècle de notre ère environ, ainsi que 4 ancres en pierre datant de la préhistoire à proximité.
L'une des ancres en pierre était cassée, et il se peut qu'elle ait été fixée au fond marin à l'aide de morceaux de bois. Ils ont découvert que le navire lui-même avait été construit selon la technique de la coque. Les planches de bois du navire étaient ainsi étroitement assemblées qu'elles pouvaient à elles seules soutenir le navire, avec des poutres supplémentaires ajoutées juste pour le rendre plus robuste. Malheureusement, la coque en bois du navire est aujourd'hui très fragile, car de minuscules créatures marines l'ont endommagée au fil des siècles. Les scientifiques sont très prudents lorsqu'ils l'étudient, et veillent à ce qu'elle ne se désagrège pas. Cette découverte est très importante, car le navire a été construit à une époque où la Sicile était un endroit très stratégique pour le commerce régional. À cette époque, les Grecs et les Puniques tentaient de prendre le contrôle des mers, bien avant que Rome ne devienne la puissance dominante de la Méditerranée. En étudiant ce navire, les scientifiques espèrent en apprendre davantage sur la façon dont les gens voyageaient et faisaient du commerce à cette époque lointaine. Une autre épave, cette fois au large des côtes du Kenya, pourrait provenir du dernier voyage de Vasco de Gama. Cet explorateur portugais fut le premier Européen à atteindre l'Inde par la mer en contournant le cap de Bonne-Espérance. Des pêcheurs locaux ont découvert l'épave en question en 2013. Lorsqu'un archéologue sous-marin est venu l'examiner, il a trouvé quelques trésors, des défenses d'éléphants et de précieux lingots de cuivre. Si cette découverte a vraiment un rapport avec Vasco de Gama, elle doit dater du XVIe siècle. 1524 fut l'année de son troisième et dernier voyage en Inde. De Gama dirigeait une immense flotte de 20 navires, dont l'un était le Saint-Georges. La majeure partie du vaisseau est cachée sous des couches de corail, et toute une équipe de scientifiques creuse soigneusement des tranchées pour retrouver des parties de la charpente et de la coque du navire. Au Royaume-Uni, il y a environ 115 000 boîtes aux lettres, dont certaines se trouvent dans des endroits plutôt étranges. Regardez ici, nous sommes sur un tronçon désert de la lande de Caithness. Et là, en plein milieu de nulle part, entre cette carrière et la lande, nous trouvons encore une boîte aux lettres solitaire. C'est Chris Aitken, un enseignant de la région, qui est tombé sur cette bizarrerie près de Worth Hill, à proximité de John O'Groats. John O'Groats est un petit village à 4 km au nord-est de Canis Bay, dans le comté historique de Caithness, en Écosse. Le village lui-même est populaire auprès des touristes, mais seulement environ 300 personnes y habitent de manière permanente. Cependant, on y trouve quand même une jolie boîte aux lettres. Mais qui donc a tant besoin d'un tel service sur une colline perdue? Quand Chris a partagé sa photo sur Internet, quelqu'un a lancé une théorie. Il y a quelque temps, un entrepreneur vendait de minuscules parcelles de terrain autour de Camster. Il prétendait que les acheteurs deviendraient les seigneurs de leur petit bout de terre. Cela explique-t-il la présence de cette boîte aux lettres? La boîte, fièrement estampillée « Propriété de John O'Groats », porte également le nom de Thorsten Sommer ainsi qu'une adresse en Allemagne. Il y a un code PIN sur le devant, mais lorsque Chris l'a ouverte, tout ce qu'il a trouvé était un lien vers un site web. Le site présente des photos de Sommer agitant un drapeau écossais et parlant de son amour pour l'Écosse, se qualifiant lui-même de vieil écossais. Chris a essayé de se renseigner via le site web, mais il n'a jamais reçu de réponse. Cela pourrait être lié à l'achat rapporté par Sommer d'une petite parcelle de terrain, mais la vente de titres de propriété écossais est souvent perçue comme de l'escroquerie, car l'acheteur ne reçoit en vérité aucun titre légal. La zone autour de Worth Hill a également connu récemment une intervention policière, après la découverte d'un corps dans les environs. Doit-on faire un lien avec cette mystérieuse boîte aux lettres? Mais laissons ces histoires aux vrais inspecteurs et détectives. Et plongeons à présent dans la haute couture, d'accord? Vous êtes peut-être tombé sur cette image loufoque qui fait le tour d'Internet, et selon laquelle il y aurait une boutique éphémère Prada dans le désert du Texas. Eh bien, c'est en quelque sorte vrai et faux tout à la fois. Oui, il y a bien une boutique, en quelque sorte. Elle présentait toute une gamme de produits Prada pour une valeur approchant les 80 000 $. Et devinez quoi? C'est Miuccia Prada elle-même qui avait choisi les articles. Mais il n'était pas possible d'y acheter quoi que ce soit. Pas de caissier, pas de vendeur. C'était comme si l'endroit était fermé de manière permanente. La surprise? Il s'agissait en réalité d'une installation artistique, fabriquée entièrement à partir de matériaux biodégradables. Elle a été conçue pour se fondre progressivement dans la nature, une métaphore amusante de notre culture consumériste moderne. Mais pourquoi exposer des biens que personne ne peut acheter? Une métaphore pour le charme insaisissable du luxe. Elle était destinée à se détériorer tranquillement.
Mais l'engouement créé a suscité un flux si inattendu de visiteurs que les choses ont vite dégénéré. Après avoir tenté de repousser plusieurs voleurs potentiels, les artistes ont dû admettre leur défaite. Désormais, le lieu se laisse docilement photographier et attire toutes sortes de personnes, des touristes comme des célébrités. Bien, vous pouvez trouver un sac de marque dans le désert, mais pouvez-vous, disons, trouver une voiture dans les grottes galloises? La réponse est oui, mais vous devez savoir qu'il ne s'agit pas d'une seule voiture, mais d'un grand nombre de véhicules. La caverne des âmes perdues est une grotte abandonnée nichée dans le joli pays de Galles. Autrefois, c'était une mine ardoisière. Les ouvriers y extrayaient des tonnes d'ardoises, qui partaient ensuite aux quatre coins du pays sur les voies étroites de la région. Mais lorsque cette industrie a disparu il y a de cela plusieurs décennies, la mine a été fermée. Si vous osez y entrer, ce que je ne recommande franchement pas, vous découvrirez deux grandes salles, et l'une d'entre elles est particulièrement remarquable. La salle principale s'enfonce à environ 20 mètres de profondeur, et est en partie submergée, avec juste une petite ouverture au-dessus. Depuis la fermeture de la mine, les habitants et le conseil municipal ont profité de cette ouverture pour jeter toutes sortes de choses indésirables dans la mine. Vous trouverez de tout, des réfrigérateurs, des télévisions, et même des voitures entassées dans un coin. Ce qui rend la caverne des âmes perdues si spéciale, c'est le faisceau de lumière qui plonge en son cœur, éclairant l'énorme tas de voitures et de métal saccagé. L'eau, lorsque cette lumière vient la toucher, brille d'un vert turquoise éblouissant, et on peut voir de magnifiques reflets sur sa surface immobile. De temps en temps, un fragment d'ardoise tombe dans l'eau, brisant le silence et envoyant des ondes dans toute la caverne. Voici une autre découverte étrange faite au pays de Galles. Un monolithe argenté et brillant de 3 mètres est récemment apparu sur Hay Bluff à Powys, et il a vraiment piqué la curiosité des internautes. C'est au cours d'une randonnée qu'un certain Craig Muir est tombé dessus par hasard, et il a affirmé qu'il semblait tout droit tomber de l'espace. Il est fait d'acier chirurgical, ne porte aucune marque et est extrêmement bien fabriqué, sans soudure visible. La découverte de ce randonneur rappelle ces mystérieux monolithes qui ont surgi un peu partout dans le monde en 2020, créant un certain émoi sur Internet. Richard Haynes, un habitant de la région, a suggéré qu'il pouvait s'agir d'une installation scientifique, mais le règlement du parc national interdisant les structures non autorisées, il se peut bien qu'il ne reste pas là très longtemps. Comme il n'y a aucun sentier dans les environs immédiats, Muir suppose qu'il a pu être amené ici par un groupe de personnes ou même déposé par un hélicoptère. Ce n'est pas la première fois qu'un tel monolithe est apparu de manière si étrange. On en a aperçu de semblables dans l'Utah, sur l'île de White, et même à Glastonbury Tor. L'un d'eux portait une marque humoristique, pas Banksy. Il est toutefois possible que cet artiste célèbre en soit l'auteur. Le Royaume-Uni est le pays où l'on trouve le plus grand nombre d'œuvres de Banksy. En 2023, il y en avait 70. Rien d'étonnant, puisqu'il serait apparemment britannique et est né à Bristol. Le désert d'Atacama, dans le nord du Chili, qui est le désert non polaire le plus sec de la Terre, présente une vue étrange au kilomètre 1309 de la route panaméricaine. Une main géante en ciment qui s'élève à 11 mètres au-dessus du sable. Plutôt effrayant, vous ne trouvez pas? Mais rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un monstre sorti de terre pour vous attirer par les chevilles dans un monde souterrain. Ce n'est pas non plus la relique ancienne d'une civilisation perdue. Un sculpteur professionnel a créé ce petit monument original en 1992. Malgré son emplacement isolé, la main est souvent la victime de graffitis, de sorte que des bénévoles doivent la nettoyer 2 fois par an. Au fait, ce n'est pas le seul monument de ce genre. Le même sculpteur a créé une main similaire à Punta del Este, en Uruguay. On l'appelle « l'homme émergent à la vie », et elle représente l'idée selon laquelle un géant tiendrait toute l'Amérique du Sud d'une main ferme. Pourquoi pas? Voici à présent une gigantesque sphère de pierre cachée dans la forêt de la vallée de Visoko, en Bosnie. Qu'en pensez-vous? Est-ce une relique ancienne ou une installation d'art moderne? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Mais pour être entièrement honnête avec vous, comme je le suis toujours, personne ne connaît la vérité à son sujet. Les experts pensent pour que cette sphère, qui mesure environ 3 mètres de diamètre, est simplement une formation rocheuse naturelle, une concrétion. Ces boules possèdent cette couleur rougeâtre en raison d'une forte teneur en fer, et c'est une lente agglutination de particules minérales qui leur donne cette forme si particulière. Bien que les concrétions puissent prendre des formes plutôt surprenantes, le processus exact de leur formation reste quelque peu mystérieux. Ensuite, nous avons cet archéologue, souvent surnommé l'Indiana Jones bosnien, qui affirme qu'il s'agit en réalité d'un artefact créé par l'homme il y a plus de 1000 ans.
On trouve toutefois ce genre de concrétion sphérique dans d'autres endroits que la Bosnie. Vous pouvez en trouver partout dans le monde. Prenez, par exemple, les célèbres boulders de Moeraki en Nouvelle-Zélande. Des pierres massives et rondes ayant plus de 60 millions d'années. Il y a aussi des concrétions en forme de boulets de canon dans le Dakota du Nord. Et n'oublions pas les sphères de pierre façonnées par les Dikis au Costa Rica, fruit d'un travail virtuose, un magnifique témoignage de la créativité humaine. Donc, bien que la sphère bosniaque soit très intrigante, c'est probablement juste une concrétion ancienne et non le vestige d'une civilisation perdue. Dommage. Certaines choses sont si bien cachées qu'il faut descendre au fond de la mer pour les apercevoir. Autrefois un lieu de plaisir hédoniste pour l'élite romaine, Baïse était un peu le Las Vegas de son époque. Mais aujourd'hui, ses ruines se trouvent sous l'eau. Cette station thermale prospérait grâce à ses sources chaudes volcaniques et attirait des personnalités telles que Néron et César, qui y construisirent même des villas de vacances. Cependant, au 8e siècle, Baïse a perdu une bataille et elle fut ensuite abandonnée. Alors que le niveau de l'eau montait, une grande partie de la ville a été engloutie sous la baie. Vous pouvez désormais explorer les ruines antiques de Baïse dans l'un des rares parcs archéologiques sous-marins de la planète. Retenez votre souffle. Que fait un bateau au beau milieu du désert? On s'attendrait plutôt à retrouver un navire près des côtes. Cette question a préoccupé les archéologues pendant des décennies. En 1988, une tempête s'est abattue près de l'un des sites archéologiques majeurs de l'Égypte ancienne. Une structure en bois est alors apparue, dégagée des sables. Elle avait été rongée par les termites, mais les scientifiques étaient résolus à percer son mystère. En l'an 2000, les fouilles ont débuté à proximité d'Abydos, et une équipe d'experts américains a rapidement découvert un bateau de 21 mètres de long. Cependant, cette découverte n'était pas isolée, puisqu'ils ont mis au jour 14 autres embarcations, soigneusement alignées les unes à côté des autres. L'état de ces navires a rendu leur extraction complète impossible, mais, heureusement, le bois était suffisamment bien préservé pour y prélever un échantillon. Les analyses ont révélé que ces bateaux dataient d'environ 5000 ans, faisant ainsi de cette flotte la plus ancienne de l'histoire humaine connue à ce jour. La période de leur construction remonte à 5 siècles, avant l'édification des pyramides de Gizeh. Chaque navire était abrité dans une chambre voûtée, parfaitement adaptée à ses dimensions. Cette pièce mesurait environ un tiers de la taille d'un court de tennis et était entourée de murs en briques de boue, ornés de plus de 120 représentations de bateaux. Ces dessins avaient été incisés sur des murs blanchis à la chaux, remarquablement préservés au fil du temps. Les scientifiques sont au fait de l'existence de ces chambres mystérieuses depuis plus d'un siècle, période durant laquelle un archéologue britannique, Arthur Weigall, a découvert une structure intrigante à l'ouest du Nil. Son équipe a eu un aperçu des murs intérieurs, mais une partie du toit s'est malheureusement effondrée, les contraignant à interrompre leur exploration. Bien que les chercheurs aient abandonné le site, son emplacement a continué d'être inscrit sur les cartes. La position des bateaux a d'abord amené les scientifiques à penser qu'ils se trouvaient sur une rive du Nil. Cependant, cette théorie présentait une faille. Actuellement, le fleuve s'écoule à près de 11 km à l'ouest d'Abydos. Des recherches supplémentaires sur le terrain environnant ont révélé que le Nil n'avait pas changé de cours au fil de l'histoire. De plus, si les bateaux avaient flotté près d'un quai, leur position aurait été instable. Or, les 14 embarcations découvertes à Abydos étaient parfaitement alignées les unes par rapport aux autres. Une seule conclusion pouvait être tirée de cette situation. Quelqu'un les avait délibérément disposées ainsi, ce qui impliquait un effort considérable. Chaque bateau pouvait accueillir jusqu'à 30 rameurs, prouvant ainsi qu'ils étaient adaptés à la navigation. Il ne s'agissait pas de simples maquettes, mais les chercheurs doivent encore déterminer s'ils ont effectivement navigué sur des étendues d'eau de l'Égypte ancienne. Cela n'enlève rien à l'importance de cette découverte. Auparavant, les archéologues n'avaient mis au jour que des modèles réduits. Dans le tombeau de Toutankhamon, par exemple, on dénombre 35 maquettes de bateaux. Et pendant une longue période, ces figurines constituaient les seules indications sur l'apparence des navires de l'Égypte ancienne. La conception de ces bateaux atteste de leur authenticité. Ils constituent les plus anciens exemples connus de ce que l'on appelle des bateaux construits. Dans l'Antiquité, les gens réalisèrent des embarcations primitives en creusant de grands troncs d'arbres, tandis que l'alternative consistait à assembler des roseaux pour former un radeau. Mais les bateaux découverts à Abydos étaient composés de planches attachées ensemble. Cette découverte a marqué une avancée significative dans le domaine de la construction navale. À leur époque, ces bateaux devaient être impressionnants, car le bois représentait une ressource précieuse. Dans le désert, il n'y avait pas de bois, et le cèdre devait être importé du Liban. Seul le pharaon pouvait se permettre un tel luxe. L'étude de la zone entourant l'ancienne flotte a également apporté des éclaircissements supplémentaires.
Les scientifiques ont découvert une structure en briques de boue dédiée au culte du pharaon, et sa date de construction approximative coïncide avec celle des bateaux en bois. Les mêmes briques utilisées pour édifier ce bâtiment ont également servi à enfermer la flotte. Lors de leur construction, les salles qui les abritaient étaient dotées d'un plafond, une section que les archéologues ont mise au jour au début du XXe siècle. Tout comme les momies dans leurs sarcophages, ces magnifiques navires reposaient à l'intérieur de voûtes splendides. L'extérieur de ces salles était tout aussi impressionnant. À l'origine, les murs extérieurs étaient revêtus d'un enduit en calcaire blanc qui avait la capacité de réfléchir la lumière. Sous les rayons du soleil désertique, la structure abritant les bateaux devait resplendir à des kilomètres à la ronde. Les bâtisseurs égyptiens anciens ont employé la même méthode pour recouvrir les pyramides 5 siècles plus tard. Aujourd'hui, leur surface apparaît en dents de scie, mais cela n'a pas toujours été le cas. Lors de leur construction, les pyramides présentaient une fine couche supérieure de calcaire blanc, dont la surface lisse scintillait sous la lumière du soleil. Plutôt que d'avoir des marches, la couche extérieure des pyramides se présentait davantage comme une pente élégante. Les archéologues sont aussi se posaient une ultime question. À quel pharaon appartenait cette flotte? La réponse se trouvait à moins de 2 km du site, à l'emplacement du tombeau d'un pharaon de la 5e dynastie, le roi Sésostris III. La période et le style de construction de ce dernier coïncidaient avec ceux des chambres contenant les bateaux. La fin de son règne pourrait expliquer comment ces embarcations ont fini en plein désert. Il est probable que le pharaon soit mort dans le nord de l'Égypte, puis que son corps ait été transporté le long du Nil jusqu'à Abydos, dans une majestueuse procession de bateaux décorés. Les vaisseaux furent ensuite descendus dans des chambres situées près du lieu de dernier repos de leurs propriétaires, ce qui revêtait une signification symbolique. Dans la croyance des anciens Égyptiens, les navires occupaient une place centrale. Leur divinité suprême, le dieu Ré, parcourait le ciel durant la journée sous la forme du soleil, tandis que la nuit, il naviguait à travers le monde souterrain dans une barque solaire. Le pharaon s'identifiait à Ré, ce qui expliquait son besoin d'embarcation dans l'au-delà. Elle représentait le seul moyen de se régénérer, tout comme le soleil se lève chaque jour à l'horizon. Cette croyance perdura pendant des millénaires. Un pharaon emblématique, Khéops, possédait également un navire, découvert par des scientifiques en 1954 à proximité de sa pyramide à Gizeh. Ce dernier est environ 4 siècles plus récent que la flotte d'Abydos, mais le bateau de Khéops était presque 2 fois plus long. La grande pyramide de Gizeh et le tombeau de Toutankhamon figurent parmi les découvertes archéologiques les plus célèbres d'Égypte. Pourtant, de nombreux secrets demeurent enfouis sous les sables infinis du Sahara. Récemment, en 2020, des archéologues ont mis au jour une ville perdue, qualifiée de plus importante découverte depuis celle du tombeau de Toutankhamon en 1922. La ville d'Aton, âgée d'environ 3000 ans, suscite l'espoir des historiens d'obtenir un aperçu de la vie quotidienne des anciens Égyptiens. L'archéologue et égyptologue renommé Zahi Hawass a décrit ce site comme une cité d'or oubliée. Aton se situe à environ 500 km au sud du Caire, la capitale égyptienne, et se trouve à proximité de la célèbre vallée des rois. Les archéologues ont d'abord découvert des sections de murs en briques de boue qui s'étendaient dans toutes les directions. Puis, ils ont mis au jour des pièces complètes contenant des outils du quotidien. L'équipe de fouilles a également révélé une boulangerie, un quartier résidentiel et un district administratif, tous datant de l'époque où la civilisation égyptienne était à son apogée. Ils ont également été les pionniers dans la fabrication d'objets en fer. En 1911, des scientifiques ont découvert un ensemble de perles en fer près du village d'El Gerzeh en Basse-Égypte. Ces perles représentent les plus anciens artefacts en fer connus à ce jour. Cette découverte est proprement fascinante, car les anciens les ont créées en martelant un morceau de météorite. Ces 9 perles faisaient autrefois partie d'un collier élaboré. Aujourd'hui, elles sont corrodées et noircies, ce qui est parfaitement normal pour un bijou datant de plus de 5000 ans. Composées d'un alliage de fer et de nickel, ces perles témoignent du savoir-faire exceptionnel des anciens bijoutiers. Leur habileté est d'autant plus remarquable qu'ils ignoraient l'origine stellaire du matériau utilisé. La pyramide de Khéops présente également une caractéristique remarquable. Un groupe de recherche international a analysé la réponse électromagnétique de la structure aux ondes radio et a découvert que la pyramide était capable de concentrer l'énergie électromagnétique en son sein. Ce phénomène se produit tant à l'intérieur de ses chambres qu'en dessous de sa base. Elle abrite également une chambre souterraine inachevée. Il semble que cette réponse électromagnétique soit liée aux propriétés du calcaire.
le principal matériau utilisé dans la construction de la Grande Pyramide. Les résultats de cette recherche pourraient avoir des applications pratiques, notamment en vue d'améliorer le fonctionnement des cellules solaires et des nanocapteurs. En juillet 1990, 4 amis tchèques décidèrent de partir à l'aventure pour trouver le ver intestin mongol, la créature qui a peut-être inspiré le monstre que vous avez vu dans le film Dune. On dit qu'il vit quelque part au fin fond du désert de Gobi. Ils prirent donc l'avion pour la Mongolie, montèrent dans un véhicule tout-terrain et engagèrent des guides locaux pour les aider. Tout cela pour rencontrer cette créature hypothétique qui mesure près de 2 mètres de long, qui crache un acide capable de faire fondre n'importe quoi, et qui peut même projeter des décharges électriques sur ses ennemis. La légende dit que ces aimables bestioles passent la plupart de leur journée cachées sous les dunes de sable, mais qu'elles aiment sortir pendant les mois plus humides de juin et de juillet. Le moment était donc parfaitement choisi, mais nos amis devaient encore trouver un moyen d'attirer la créature hors de sa cachette. Malheureusement pour eux, personne ne savait ce que ce ver géant aimait manger. Ils construisirent donc une machine spéciale qui émet des bruits de martèlement rythmés. Ils espéraient que cela ferait sortir le gros ver de son trou. Ils passèrent 2 mois fouiller le vaste désert, traversant dunes et plaines rocheuses à la recherche du moindre signe de l'effrayante créature. Hélas, cela ne fonctionna pas. Ivan Makerl, qui était le chef de l'expédition de 1990, fit par la suite plusieurs expéditions dans le désert de Gobi. Il essaya une première fois d'attirer le ver géant avec des explosions, et la seconde fois, il utilisa un petit avion pour explorer les dunes. Au fil des ans, des groupes américains, britanniques et néo-zélandais organisèrent de grandes expéditions dans la région pour tenter de trouver la créature. De nombreuses autres personnes vinrent du monde entier par leurs propres moyens, mais personne ne trouva quoi que ce soit. En Occident, on entendit pour la première fois parler du ver intestin mongol grâce à un paléontologue américain, Roy Chapman Andrews. Cet homme courageux servit probablement de modèle au personnage d'Indiana Jones. En 1926, il parle de cette créature dans son livre. Andrews entendit lui-même parler de la mystérieuse créature lors d'une réunion avec des dirigeants mongols qui pourtant ne l'avaient jamais vue de leurs propres yeux. L'un eux raconta qu'elle ressemblait à une saucisse d'environ 1 demi-mètre de long, sans tête ni pattes. Selon lui, le ver était si venimeux que le simple fait de le toucher pouvait instantanément vous tuer. Et il vivait dans les zones les plus isolées du désert de Gobi. Andrews ne croyait pas que cette créature était réelle, mais il évoqua ses témoignages dans un autre livre. En mai 2005, 4 chasseurs de monstres britanniques professionnels décidèrent de tenter leur chance. Ils firent des dessins du ver et engagèrent des gens du coin pour distribuer des prospectus dans tout le désert de Gobi. Ces prospectus promettaient une récompense à toute personne susceptible de fournir des informations sur la créature, ou de leur en apporter un spécimen. Selon eux, la machine bruyante que les autres explorateurs avaient utilisée avait plus de chances de faire fuir la bête que de l'attirer. Quelqu'un les renseigna, le ver aimait l'humidité. Ils élaborèrent donc un plan visant à bloquer les cours d'eau, afin de créer des zones humides qui attirent vers le ver. Mais cela ne fonctionna pas, car il était trop difficile de construire des barrages dans le désert. Ils finirent par utiliser de petits pièges, mais ne trouvèrent aucune preuve de l'existence du ver. Mais de nombreuses personnes leur racontèrent des histoires sur les créatures étranges qu'elles avaient vues au cours des 70 dernières années. Au fil des ans, les anecdotes sur ce monstre se répandirent dans le monde entier. Selon certaines d'entre elles, il ne mesurerait que 30 cm de long. Selon d'autres, il était aussi grand qu'un être humain. Il était blanc-gris, ou couvert d'écailles, et brun, ou encore charnu et rouge vif. Certains ont dit qu'il ressemblait à un serpent, ou peut-être à une chenille, ou encore qu'il avait des ailes, et pouvait voler. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un être surnaturel maléfique, dépourvu de corps. Si ces histoires sont si différentes les unes des autres, et si toutes ces recherches n'ont jamais rien donné, c'est peut-être parce que la créature n'existe tout simplement pas. Il s'agirait d'un cryptide. Ces créatures telles que le Bigfoot, le Yeti, le monstre du Loch Ness, dont l'existence n'a pas encore été prouvée. En 1983, un scientifique qui visitait la région a appris qu'un vieil homme avait réussi à attraper le mystérieux ver. Il a également appris qu'il y avait un nid à proximité. Le scientifique s'est courageusement approché du trou dans le sable et a mis sa main à l'intérieur. Une créature géante l'a entraîné et on ne l'a plus jamais revu. Je plaisante, il a en fait trouvé un boa des sables de Mongolie. Il s'agit d'un serpent trapu, fouisseur, non venimeux, aux petits yeux et aux écailles gris-brun.
Il l'a montré aux habitants de la région pour savoir s'il s'agissait bien du monstre de la légende. Et il semblerait que tous aient répondu par l'affirmative. La plupart des Mongols qui connaissent l'existence du ver croient fermement en sa réalité. Si les gens du pays disent donc communément que ce monstre est un ver, c'est par une sorte de raccourci. Dans de nombreuses cultures mongoles, ce mot a été utilisé pendant des siècles pour désigner tout animal jugé dangereux, en particulier les serpents, même ceux qui ne sont pas venimeux. Après tout, il ne s'agit pas forcément d'un ver au sens propre. Les vers sont mous, mais une créature vivant dans le rude désert de Gobi devrait avoir une peau assez résistante, plus proche de celle d'un serpent ou d'une sorte de lézard sans pattes. Aucune de ces créatures ne peut projeter de l'électricité ni cracher de l'acide, comme on le dit du ver intestin. Mais certains serpents, comme les cobras, peuvent cracher un venin très dangereux pour l'homme. Si elle était réelle, notre créature aurait une colonne vertébrale et les explorateurs auraient probablement découvert des ossements ou d'autres traces du même genre. Or, on trouve effectivement des fossiles dans tout le désert de Gobi. Les scientifiques y ont trouvé des représentants de plus de 80 groupes de dinosaures au cours des 100 dernières années. C'est là, par exemple, que les premiers nids d'œufs de dinosaures ont été découverts. Et cela a complètement changé ce que les scientifiques croyaient savoir sur ces grands animaux du passé. C'était la première preuve qu'ils pondaient en des œufs. Au cours des 2 années suivantes, la même équipe de chercheurs exhuma plus d'une centaine de fossiles de dinosaures qui furent transportés au Musée américain d'histoire naturelle, où vous pouvez encore les voir aujourd'hui. Certains d'entre eux nageaient dans la mer du Crétacé qu'on trouvait là il y a environ 71 millions d'années. Ils ressemblaient à nos oiseaux modernes. Le mystère du ver intestin n'est toujours pas résolu. Mais il y a une autre énigme que les scientifiques ont réussi à élucider. Au XIIIe siècle, un célèbre voyageur du nom de Marco Polo traversa le désert de Gobi. Il crut entendre des bruits mystérieux, des sons produits par des instruments de musique tels que des tambours. Il en parle dans son livre. Selon lui, il s'agissait des voix d'esprits tourmentés. Les scientifiques modernes appellent cela les sables chantants. Contrairement aux craquements que l'on peut entendre lorsqu'on marche sur une plage de sable, ces bruits du désert sont beaucoup plus puissants, comme ceux d'un instrument de musique jouant des notes profondes et obsédantes. Au fil des ans, les gens ont avancé toutes sortes d'idées sur l'origine de ces sons, comme la présence d'eau souterraine ou de vent qui ferait vibrer le sable. Cependant, ce phénomène n'est propre qu'à certaines dunes, et les scientifiques ont longtemps cherché à comprendre pourquoi. Parfois, le vent peut provoquer une petite avalanche, et l'on peut alors entendre cette étrange musique. Mais ce phénomène est rare. Pour l'étudier, les scientifiques ont donc dû aider les dunes à chanter, grimpant jusqu'au sommet, puis se laissant glisser sur le dos en utilisant leurs mains et leurs pieds pour pousser le sable vers le bas. Au fur et à mesure que le sable dégringolait, le son commençait à se faire entendre, puis devenait de plus en plus puissant. Les scientifiques sentaient même des vibrations dans leurs mains. Ils ont donc découvert que pour qu'une dune chante, il faut qu'un certain nombre de choses se produisent. Les grains de sable doivent avoir la bonne forme. La dune doit être grande et le sable doit être très sec. Pas de chanson après la pluie. À l'intérieur de la dune, il doit y avoir une couche dure de sable compacté qui agit comme un haut-parleur géant. Cette couche fait rebondir les ondes sonores, rendant le bruit de plus en plus intense et créant une mélodie envoûtante qui vient emplir tout l'air du désert. Et voilà le mystère des dunes musicales résolu. Tu as enfilé ta jolie parka beige, tes instruments sont soigneusement emballés, et ton billet d'avion pour l'Arabie Saoudite est réservé. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas? Et non, tu n'as pas été choisi pour jouer dans le remake de Dune. Cela signifie simplement que tu es prêt à partir explorer les plus grandes contrées désertiques de notre monde, dans l'espoir de découvrir quelques secrets préhistoriques sur nos ancêtres. Soyons clairs. Si tu pensais que les déserts étaient des espaces vides, détrompe-toi. Ils ont beau être remplis de sable à perte de vue, ils n'en sont pas moins chargés d'histoire. Tu sais, parce qu'avant que les hommes ne se rassemblent dans des villages, nous étions des peuples nomades. Nous arpentions le monde à la recherche de nourriture, d'eau et d'abri. Il nous a donc bien fallu concocter 1 ou 2 inventions intéressantes pour survivre. Comme cette chose trouvée dans le désert d'Arabie Saoudite. As-tu une idée de ce que cela pouvait être? Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont débattu de l'origine et de l'usage d'énormes structures pareilles à celle-ci. Il semble que nos ancêtres néolithiques étaient bien plus intelligents que nous ne le pensions. Ils ne passèrent pas leur temps autour du feu à tailler des armes dans la pierre. Non, ils exerçaient aussi leur talent d'architectes. Ces immenses structures de pierre sont appelées des desert kites.
autrement dit, les cerfs-volants du désert. Parce que si tu les regardes de loin, elles ressemblent, à des cerfs-volants. Les archéologues s'accordent à dire que ceux-ci servaient à attirer les animaux. Ainsi, nos ancêtres pouvaient plus facilement s'assurer une abondance de gibier au fil de la semaine. Mais ce n'est pas tout. Regarde plutôt la paroi de cette caverne. Elle nous montre que nos ancêtres ont probablement esquissé sur la roche le plan de CE qu'ils prévoyèrent de construire au sol. Tout comme les architectes d'aujourd'hui. Les Deserkites pouvaient s'étendre sur des kilomètres de long. C'est pourquoi il fallait bien en tracer un plan avant de les construire. Le plus surprenant, c'est que ces structures semblent encore plus vieilles que ne l'est Stonehenge. On parle de 7 à 9 000 ans. Au cours de la dernière décennie, les scientifiques ont pu identifier plus de 6000 Deserkites disséminés du Moyen-Orient jusqu'au cœur de l'Asie. Si tu ne trouves pas cela énorme, essaye de construire quelque chose d'aussi grand, sans l'aide d'aucun drone. Il semble que ce soit un exploit assez difficile à réaliser. Et apparemment, le désert d'Arabie est rempli de choses encore plus étonnantes. Des scientifiques y ont découvert de mystérieuses structures, plus anciennes que les pyramides égyptiennes de Gizeh. Alors bien sûr, tu as hâte d'aller voir ce qu'il en est. Nous sommes tous d'accord pour admettre que charrier de lourdes pierres, dans le but de construire une pyramide, et ce, sans l'aide de la moindre technologie moderne, semble déroutant. Je veux dire, comment diable ont-ils fait? Imagine maintenant que tu reviennes plusieurs milliers d'années en arrière et que tu retrouves les hommes qui ont construit ces gigantesques structures dans les régions les plus désolées. Jette donc un coup d'œil à ces mustatil. Il s'agit de structures rectangulaires construites à partir de pierres empilées et éparpillées sur une superficie de 200 000 km². Certains archéologues pensent que ces monuments étaient utilisés à des fins rituelles. Des processions, peut-être, où les pèlerins se rendaient d'un bout à l'autre du plateau. Passons maintenant à une autre zone désertique. Nous pénétrons dans le célèbre désert du Sahara. N'est-ce pas magnifique? Ici, tu es sur le point de trouver la réponse à un mystère ancien que les chercheurs ont mis des années à résoudre. Fait notable, le désert du Sahara est le plus grand désert chaud du monde. Il s'étend sur 8 à 9 millions de kilomètres carrés, ce qui représente environ 15 fois la France. On précise que c'est le plus grand désert chaud, parce que la plus grande zone désertique du monde n'est autre que l'Antarctique. Mais nous savons tous que les températures y sont glaciales, ce qui est un peu aux antipodes de l'image que l'on se fait d'un désert. Au fin fond du désert, près de la ville algérienne de Fogaret Ezzoua, quelque chose d'étrange a été découvert. Depuis des décennies, ces petits points ne cessèrent d'apparaître sur les images de Google Earth, mais personne ne pouvait expliquer de quoi ils retournaient. Certains scientifiques étaient persuadés que ces cercles étaient le résultat de l'activité pétrolière dans la région. D'autres pensèrent qu'il s'agissait d'anciennes fogaras, autrement dit d'anciens puits. On en compte des dizaines, s'étendant en ligne droite sur des kilomètres et des kilomètres. Mais ce qui est étrange, c'est qu'elles sont toujours très éloignées de toute ville, de toute route ou de toute activité humaine en général. Quelle était, ou quelle est peut-être encore, leur raison d'être? Si tu devais deviner, qu'en dirais-tu? Tu te souviens que nous avons parlé du fait que nos ancêtres avaient dû faire preuve d'ingéniosité pour survivre en plein désert. Essayons de nous mettre à leur place pendant 1 minute. Imagine que tu sois un chasseur-cueilleur nomade vivant dans une région aride. Tu passes tes journées à te protéger tant bien que mal du soleil brûlant, en essayant de compter tous les grains de sable qui t'entourent. Mais tu as aussi besoin de manger et de boire de l'eau. Mais comment trouver de l'eau dans le désert? Bien sûr, tu peux peut-être espérer tomber sur une oasis toutes les semaines environ. Mais cela semble un pari risqué, n'est-ce pas? C'est pourquoi les habitants d'Afrique du Nord ont inventé ces fameuses fogaras. Les fogaras sont un système d'irrigation vieux d'environ 3000 ans. Les habitants de la région creusaient alors des puits dans les zones élevées, des fosses suffisamment profondes pour puiser dans les eaux souterraines. Ensuite, ils n'avaient plus qu'à creuser des puits en parallèle à des distances régulières. De cette façon, l'eau s'écoulait du puits principal vers tous les puits successifs et irriguait des zones entières. Les voyageurs pouvaient s'arrêter au puits pour se désaltérer. Ils pouvaient également y abreuver leur bétail et produire des cultures. Plutôt astucieux, non? Toutefois, même si ces trous ressemblent à des fogaras, quelques recherches démontreront que ce n'était pas le cas. En effet, de pareils puits étaient construits en ligne et non en cercle comme ceux que nous voyons à présent. Cela a donc éventuellement un rapport avec la deuxième option? Peut-être ces trous dans le désert sont-ils liés à l'activité pétrolière de la région? Examinons-les de plus près. Sur Google Earth, ils ne semblent pas bien grands, mais dans la réalité, ce sont d'énormes cratères. Le secret de leur nature se cache sous les sables.
Si tu étais l'un des chercheurs à l'origine de cette découverte, tu aurais trouvé quelque chose d'unique enfoui sous le désert, d'anciens bâtons de dynamite et de vieilles boîtes de sardines. En rassemblant les pièces du puzzle, les archéologues se sont rendus compte que CS Conserve était d'un modèle des années 50 et 60. Il semble que des équipes entières de cette décennie y aient campé pendant qu'elles prospectèrent la zone en quête de pétrole. Et la dynamite ? Elle était employée pour la prospection sismique, une technique ancienne, utilisée pour déterminer s'il y a du pétrole ou du gaz sous la surface de la Terre. Toujours en Afrique du Nord, existe un autre mystère du désert qui mérite que l'on se penche dessus. Près de la ville de Tiaré, au sud-ouest d'Alger, se trouvent 13 curieux monuments. Ces structures sont appelées Djedar. Et oui, difficile de s'empêcher d'y voir une référence à Star Wars. Elles ont une forme pyramidale et, d'après ce que les chercheurs en savent, elles servaient d'ultime demeure aux souverains de la région. Peux-tu deviner de quel peuple il s'agit ? Ce sont vraisemblablement les Berbères. Et puisque nous parlons de choses anciennes, ces Djedar ont probablement été construits entre le 4e et le 7e siècle de notre ère. Lorsque les archéologues ont entrepris d'explorer l'intérieur de ces monuments, ils se sont rendus compte de leur immensité. Ils y ont découvert de grandes voûtes souterraines, des alcôves et des couloirs semblables à des labyrinthes, qui donnaient accès à plus de 20 chambres différentes. Il faudrait jusqu'à 2 heures pour s'y promener de long en large. Et apparemment, nos ancêtres ont également utilisé ces murs pour représenter des animaux et des scènes de chasse. Il n'y a cependant aucune preuve absolue de l'usage que l'on faisait de ces Djedar, hormis leur fonction funéraire. En attendant, je suis sûr que les déserts de notre monde regorgent de bien d'autres mystères qu'il nous appartient encore de découvrir. On se reverra donc une prochaine fois pour continuer nos explorations. Une découverte fascinante et pour le moins inattendue a émergé parmi les roches de la vallée d'Ica, au Pérou. Les ossements d'une baleine préhistorique, Perucetus colossus, ayant vécu il y a près de 40 millions d'années. Initialement, ces os massifs et aux formes inhabituelles n'ont pas suscité beaucoup d'intérêt, car on les a pris pour de simples rochers gigantesques. Certes, cette hypothèse pouvait intriguer, mais les choses ont pris une tournure différente lorsque les chercheurs ont réalisé qu'ils étaient face au reste d'un animal marin colossal qui arpentait autrefois les côtes du Pérou. Par ailleurs, cette baleine serait probablement l'être le plus lourd à avoir jamais existé. Désolé, la baleine bleue, on sait que tu as tout fait pour obtenir ta place au sommet. Avec une longueur de plus de 30 mètres et un poids dépassant 200 tonnes, elle mérite son statut de plus grand animal de la planète. Toutefois, il semble que son règne touche à sa fin. Il est temps de céder le titre à un nouveau prétendant. Et celui-ci est véritablement titanesque. Cette créature des océans était sans doute plus courte que la baleine bleue, mais nettement plus lourde, avec une masse estimée entre 93 et 370 tonnes. Si les calculs penchent vers la fourchette supérieure, Perucetus pourrait devenir le plus grand animal jamais connu sur Terre. Ce poids impressionnant s'explique par des os extraordinairement denses et épais, un trait qu'on observe encore aujourd'hui chez des espèces comme les lamantins ou certains des premiers cétacés. Ces os denses représentent un atout considérable pour les mammifères marins, car ils leur permettent de rester immergés la majorité du temps. Mais un excès de poids peut être problématique. Un corps trop lourd aurait tendance à couler en permanence, obligeant l'animal à dépenser une énergie considérable pour remonter à la surface. Pour éviter cela, les mammifères marins doivent posséder suffisamment de tissus plus légers, comme des muscles ou de la graisse, pour garantir leur flottabilité tout en minimisant leurs efforts. Les scientifiques ne disposaient pas du squelette complet, ce qui complique l'évaluation de la taille de l'animal. Cependant, ils ont utilisé le rapport entre les os lourds et les tissus plus légers, observés chez d'autres mammifères marins pour estimer le poids total de cette immense baleine préhistorique. Ces fossiles ont été découverts il y a environ 13 ans, et les chercheurs ont passé les 10 années suivantes à extraire la baleine de la roche. L'analyse de son anatomie et de son âge a révélé qu'elle était apparentée au Basilosaurus, une baleine dotée d'un long museau garni de dents acérées et d'un corps élancé évoquant celui d'une anguille. Même si Perucetus n'était pas plus grand que la baleine bleue, il n'en demeurait pas moins un géant régnant sur les profondeurs océaniques. Contrairement aux baleines modernes, il est plausible que cette créature ait été un prédateur s'attaquant à des proies de grande taille. Cette découverte bouleverse également notre compréhension de l'évolution des baleines. Les chercheurs pensaient auparavant que ces majestueuses créatures avaient atteint des tailles impressionnantes il y a environ 5 millions d'années lorsqu'elles ont commencé à consommer une grande quantité de petites proies. Or, voici la preuve que des baleines gigantesques existaient bien avant. Toutefois,
Il reste à élucider comment cette baleine trouvait suffisamment de nourriture pour subvenir à ses besoins. Par ailleurs, il reste difficile de déterminer précisément le régime alimentaire de cette ancienne créature. Avec sa taille imposante et sa nage lente, elle devait probablement chercher sa nourriture dans des eaux peu profondes. Elle se nourrissait sans doute de crustacés, de palourdes ou d'autres petits animaux enfouis dans le sable. Une hypothèse propose qu'elle était charognarde, se nourrissant des restes d'animaux trouvés sur son passage. Il n'est pas rare de découvrir des fossiles d'animaux marins dans les déserts, car bon nombre de ces zones étaient autrefois immergées. Le Sahara, par exemple, était, il y a 50 à 100 millions d'années, une mer peu profonde appelée la voie maritime transsaharienne. Si cette région est aujourd'hui aride, les habitants de ces lieux avaient conscience de son passé aquatique, car ils y trouvaient souvent d'anciennes coquilles. La mer atteignait une profondeur d'environ 50 mètres, une profondeur idéale pour la baignade. Certains pourraient comparer cette région au Porto Rico d'aujourd'hui, avec son abondance de soleil et ses eaux peu profondes. Les forêts de mangroves y étaient répandues, tout comme les fonds marins recouverts de mollusques, tels que les escargots et les palourdes. Les sédiments marins déposés après l'assèchement de la mer regorgent de fossiles variés. Les créatures peuplant cet ancien monde sous-marin avaient une apparence peu engageante et étaient nettement plus imposantes que leurs descendants actuels. Un être humain de taille normale aurait à peine constitué un encas pour ces géants, loin d'un repas complet. Généralement, lorsqu'un animal s'établit sur une petite île, il peut atteindre une taille bien supérieure à celle de ses congénères continentaux. Ce phénomène, connu sous le nom de gigantisme insulaire, s'explique par la présence accrue de ressources ou la réduction du nombre de prédateurs sur les îles. Peut-être un phénomène similaire s'est-il produit dans la voie maritime transsaharienne. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une île, les mouvements incessants des eaux ont formé de petites poches isolées. Les conditions spécifiques qui y régnant ont vraisemblablement favorisé la croissance de certaines espèces. Ainsi, on retrouve des créatures telles que des serpents de mer et des silures colossaux, ainsi que d'autres poissons aujourd'hui disparus. Parmi eux, un pycnodontiforme se distinguait par ses mâchoires puissantes, qu'il utilisait pour broyer des coquilles et s'attaquer à des proies dures. La dentition de ces animaux témoigne de leur rôle de prédateurs dans cet écosystème. Leur régime alimentaire a évolué avec le temps, à l'instar de certains piranhas modernes. Mais la compétition pour dominer la chaîne alimentaire était féroce, surtout face à des prédateurs d'envergure tels que les requins, les crocodiles ou encore d'antiques ancêtres des éléphants. Le Sahara a connu plusieurs phases dans son histoire. Si vous aviez une machine à remonter le temps et que vous visitiez ce qui est aujourd'hui le plus grand désert chaud du monde tel qu'il était il y a environ 6000 ans, vous ne seriez pas confronté à une mer de sable brûlant. Vous pourriez au contraire profiter d'une promenade agréable à travers un paysage luxuriant. Les habitants de cette région, autrefois, ne laissaient donc pas de peinture sur les parois des grottes représentant des chameaux, des dunes ou des scorpions, ces éléments caractéristiques du Sahara actuel. À la place, ils dessinaient des crocodiles. Ces illustrations offrent une preuve supplémentaire qu'à une époque, le Sahara regorgeait d'eau et de végétation, suffisamment pour accueillir ces imposants et redoutables reptiles. Il y a environ 3 milliards d'années, la Terre était probablement presque entièrement recouverte d'eau. Aujourd'hui, les océans couvrent environ 71% de la surface terrestre, mais il semble qu'à cette époque, elle ressemblait à un vaste monde océanique, sans continent véritable, seulement parsemé de quelques îles. Des scientifiques ont examiné des roches particulières en Australie occidentale, formées dans un environnement profondément immergé, appelé système de sources hydrothermales. Pour mieux comprendre, il faut mentionner deux types d'oxygène courant, O16 et O18. Ce dernier, plus lourd grâce à ses neutrons supplémentaires, s'évapore moins facilement. En analysant d'anciens fonds marins, les chercheurs ont découvert une proportion significative d'O18, bien supérieure à celle observée dans les océans actuels. Cela les a amenés à conclure qu'autrefois, la Terre comptait moins de terres émergées qu'aujourd'hui. L'Australie, autrefois un lieu verdoyant abritant de grands animaux et de vastes forêts tropicales, est aujourd'hui l'endroit idéal pour mener ce type d'études. Avec le temps, cette terre est devenue plus aride, et des déserts tels que le grand désert de Victoria se sont formés. Les forêts tropicales, quant à elles, se sont progressivement réduites aux extrémités du continent. Ce phénomène, connu sous le nom de désertification, se produit lorsque des terres, auparavant fertiles et adaptées à l'agriculture, se transforment en déserts. Si les changements climatiques naturels contribuent à cette évolution,
Les activités humaines, comme l'exploitation minière, l'agriculture intensive ou la construction urbaine, jouent également un rôle important dans cette transformation. Lorsque des terres deviennent désertiques, cela pose de nombreux problèmes. Elles ne peuvent plus produire de nourriture, l'eau potable y devient insuffisante, et les animaux perdent leur habitat naturel. Pour lutter contre ce phénomène, de nombreux pays ont adopté un plan. Celui-ci vise à collaborer avec les agriculteurs pour restaurer les terres dégradées, gérer l'eau plus efficacement et préserver les zones encore productives, dans le but d'améliorer les conditions de vie sur notre planète. Nous avons tous grandi en croyant que Stonehenge était le plus ancien observatoire du monde, mais désormais, il a une concurrence sérieuse pour ce titre. Nabta Playa a été construit à plus de 3919 km de distance, dans le sud de l'Égypte, et des milliers d'années, 7500 avant notre ère, avant Stonehenge, entre 3000 et 1500 avant notre ère. Et même les pyramides de Gizeh, entre 2589 et 2504 avant notre ère. En 1973, un guide bédouin, Eid Marif, est tombé sur un étrange groupe de grandes formations rocheuses en traversant le désert du Sahara. Il a conduit l'archéologue américain Fred Wendorf sur le site situé à environ 96 km du Nil. L'ami et collègue de Wendorf affirme que l'équipe a découvert les pierres en s'arrêtant pour une pause toilette dans le désert. De toute façon, ce qu'ils ont trouvé a changé l'histoire. Au début, Wendorf pensait que les structures en pierre étaient juste des formations naturelles. Mais ensuite, il eut une révélation. Cet endroit était autrefois un lac, ce qui signifie qu'il ne devrait pas y avoir de roches naturelles ici. Il continua à revenir sur le site pendant des décennies, et au début des années 1990, son équipe découvrit finalement un cercle de pierres qui semblait s'aligner avec les étoiles d'une manière inexplicable. Après 7 longues années à essayer de percer le mystère du site, Wendorf contacta un expert en archéoastronomie. Ils étudient comment les anciens utilisaient les étoiles. Un soir, alors que l'expert était assis dans le sable frais du désert, regardant les pierres, il se rendit compte qu'elles formaient un motif irradiant à partir d'un immense tumulus funéraire. Une par une, au fur et à mesure qu'il creusait dans le sédiment, les mégalithes enterrés commençaient à s'aligner comme les rayons d'une roue. L'équipe avait déjà utilisé la datation au radiocarbone pour tester des échantillons provenant de foyers et de toitures en bois de tamaris trouvées à l'intérieur du cercle de pierre. Nabta Playa comptait des dizaines de pierres dressées, toutes hautes de quelques pieds. Certaines d'entre elles s'alignaient exactement avec le lever du soleil lors de jours spéciaux, et d'autres correspondaient avec des étoiles brillantes dans le ciel. À l'intérieur du grand cercle, il y avait 6 pierres spéciales qui ont peut-être été utilisées pour des rituels ou pour marquer des moments importants de l'année. Autour d'elles, 29 pierres dressées pourraient avoir fonctionné comme un calendrier simple pour aider les gens à savoir quand il était temps pour quelque chose d'important, comme le solstice d'été, le jour le plus long de l'année. Lorsque le soleil se levait juste au bon endroit, c'était un signe que la saison des pluies approchait. Le cercle de pierre était autrefois aligné avec les étoiles les plus brillantes du ciel septentrional. Arcturus, Sirius et Alpha du Centaure. Certaines pierres pointaient même vers la constellation d'Orion. En suivant le mouvement d'Arcturus à travers le ciel, ils ont découvert qu'il correspondait parfaitement au cercle autour de 4800 avant notre ère. Cela signifie qu'il s'agit du plus ancien site astronomique jamais découvert, et les habitants de Nabta Playa observaient peut-être les étoiles des milliers d'années avant même l'invention des télescopes. Il semble que cela avait une énorme signification pour les personnes vivant et voyageant à travers le désert. Il y a plus de 1000 ans, la longue, froide et sèche ère glaciaire qui avait duré des dizaines de milliers d'années commençait enfin à s'estomper. L'Afrique du Nord a reçu des pluies et des moussons massives qui ont rempli les lacs saisonniers, Playa. Ainsi, certaines parties du désert se sont transformées en oasis éphémères. Pour les peuples nomades qui parcouraient dans cette terre inhospitalière, ces pluies estivales étaient tout. Leur mode de vie tout entier tournait autour du bétail. Lorsque les archéologues ont ouvert le tombeau central à Nabta Playa, ils ont découvert des ossements de bovins et même un énorme rocher sculpté en forme de vache. Les personnes qui l'ont construit ont utilisé les étoiles pour se guider et trouver des points d'eau cachés comme Nabta Playa, qui contenaient probablement de l'eau pendant environ 4 mois par an, à partir des moussons d'été. Mais il n'y avait pas d'étoiles polaires à l'époque. Ils se sont donc plutôt orientés en utilisant les étoiles brillantes et la façon dont le ciel semblait tourner en cercle au-dessus d'eux. Lorsque les lacs étaient au plein, les pierres debout étaient en partie submergées.
et depuis la rive ouest, vous pouviez voir le reflet des étoiles sur l'eau sombre. Nabta Playa est bien moins célèbre que Stonehenge, peut-être parce que ces pierres étaient enterrées, alors que le célèbre site en Angleterre était accessible aux visiteurs depuis des milliers d'années. Malheureusement, lorsque Nabta Playa est devenu célèbre, certains touristes ont endommagé des parties en déplaçant des pierres, ce qui a perturbé les alignements stellaires anciens. Pour le protéger, les autorités ont déplacé l'ensemble vers un musée, où les gens peuvent voir les pierres et la statue de vache sculptée sans les endommager. L'observatoire égyptien n'est pas la seule construction semblable à Stonehenge. Il existe des versions qui ont été utilisées à des fins différentes. De l'Allemagne, anneau de Pemelt, et la France, alignement de Karnak, aux États-Unis, Stonehenge d'Amérique dans le New Hampshire et aux Andes dans le nord du Pérou. Ce dernier est en fait l'une des plus anciennes grandes structures jamais construites dans cette région. La place circulaire est constituée de 2 immenses murs de pierre disposés en anneaux. Elle était probablement utilisée pour des cérémonies et des rassemblements. Les scientifiques ont effectué une datation au carbone et ont estimé son âge à environ 4650 ans, ce qui signifie qu'elle a été construite avant les grandes pyramides d'Égypte et Stonehenge. La place comportait 2 entrées et une couche spéciale d'argile, de terre, de gravier et de charbon de bois en dessous. Elle a été soigneusement planifiée et construite. Les archéologues ont également trouvé des pièces en céramique, des cristaux de quartz et des pierres précieuses sur le site, ce qui montre qu'il s'agissait certainement d'un lieu spécial. Des gens l'ont visité pendant des siècles, mais à un moment donné, vers 500-200 avant Jésus-Christ, il a été fermé, probablement en raison de l'évolution des croyances et des traditions. La découverte la plus récente, février 2025, est celle des vestiges d'un grand cercle de bois datant approximativement de la même époque et ayant des parallèles avec Stonehenge, tout en haut au Danemark. Cette structure en plein air faisait probablement partie d'une zone spéciale où les peuples préhistoriques du néolithique final et de l'âge du bronze ancien, de 1600 à 1600 avant l'ère commune, se rassemblaient pour des rituels et des cérémonies. Le cercle était composé de 45 gigantesques poteaux en bois, formant un énorme anneau d'environ 30 mètres de large. Le bois a disparu maintenant, mais les scientifiques pensent que de hauts bois se dressaient autrefois dans les trous et créaient une impressionnante henge de bois. Personne ne sait exactement à quoi ces cercles étaient utilisés, mais les archéologues ont trouvé des ossements d'animaux et des restes de nourriture sur des sites similaires. Donc les gens se rassemblaient probablement là pour des festins et des rituels. En 2024, des scientifiques ont découvert 2 cercles de pierres anciens datant de la période néolithique dans le parc national de Dartmoor, en Angleterre. Certains archéologues pensent qu'ils pourraient former un arc sacré. Beaucoup des structures de pierre de Dartmoor ont été construites en forme courbée sur les hauteurs au centre de la zone. Il y a longtemps, Dartmoor était couvert de forêts, donc les gens ont peut-être utilisé ces hauteurs comme repères importants. Un des nouveaux cercles découverts s'intègre à l'intérieur de cet arc, mais l'autre est à l'extérieur, au nord. Cela aurait pu être un point d'entrée dans l'arc. Il y a également une levée de terre près des pierres, qui ressemble à d'autres sites néolithiques célèbres, comme le cercle de Brodgar en Écosse et Stonehenge lui-même. Cela signifie que les personnes qui ont construit ces cercles ont peut-être visité Stonehenge ou en ont été inspirées. Des archéologues à Oman ont découvert d'anciens monuments en pierre appelés trilithes, qui ont reçu le surnom de Stonehenge arabe. Ils ont été achevés il y a environ 2000 ans. Mais personne ne sait avec certitude qui les a construits ni pourquoi. Les scientifiques ont également trouvé des haches en pierre extrêmement anciennes, âgées de 3000 à 1,3 million d'années, datant de l'époque où les premiers humains ont quitté l'Afrique. Sur un autre site, Nafun, au centre d'Oman, des archéologues ont découvert une tombe néolithique datant d'environ 5000 à 4600 avant notre ère. Il y a 2 chambres contenant les ossements de dizaines de personnes sous une gigantesque structure mégalithique. À proximité, ils ont également découvert des gravures rupestres réalisées par des personnes qui ont vécu dans la région de 5000 avant notre ère à 1000 de notre ère. Et puis, il y a un autre sosie de Stonehenge, cette fois en Arabie Saoudite, qui a été utilisé comme complexe d'appartements il y a des milliers d'années. Des archéologues ont découvert un total de 345 cercles de pierre, en examinant des photos aériennes d'un champ de lave. Chaque cercle mesure entre 4 et 8 mètres de large et possède au moins une grande pierre dressée au centre.
Ces structures conservent encore des vestiges de murs de pierre et de portes. Les cercles de pierre comme Stonehenge sont souvent associés à des cérémonies et des rituels. Mais les scientifiques disent que de nombreuses maisons anciennes étaient en réalité construites en forme ronde, et que les maisons rectangulaires ne sont devenues courantes que bien plus tard dans l'histoire. Ceci est un véritable cerveau humain. Enfin, ce qu'il en reste, un nuage de cendres brûlant l'a transformé en verre. Cette transformation incroyable s'est produite il y a presque 2000 ans lorsque le mont Vésuve a décidé que le temps se prêtait parfaitement à une petite éruption qui détruirait les villes de Pompéi, d'Oplontis et d'Herculanum. Ce cerveau appartenait à un jeune homme qui vivait en 79 de notre ère à Herculanum. Pas la ville romaine la plus célèbre, mais ce fut le premier endroit à être découvert sous les cendres du Vésuve, en 1709. Environ 200 ans plus tard, des archéologues ont trouvé les restes de ce jeune homme allongé à plat ventre sur un lit. Toute la fumée et les cendres l'avaient probablement désorienté, et, tandis que la plupart des citoyens d'Herculanum se précipitaient vers le rivage, espérant être secourus, notre homme s'était retrouvé piégé à l'intérieur d'une maison et avait perdu connaissance. Étrangement, cela a sauvé son cerveau de la destruction totale. Mais comment diable un cerveau peut-il se transformer en verre ? Eh bien, lorsque le mont Vésuve est entré en éruption, il n'a pas expulsé seulement de la lave, il a également envoyé un nuage de cendres vraiment super chaud avant que la lave solidifiée puisse s'écouler. Ce type de lave, connu sous le nom de coulée pyroclastique, peut atteindre une température de 465 degrés Celsius, ce qui est assez insensé. C'est suffisamment chaud pour faire fondre votre cerveau, mais pas assez pour le transformer en verre. Cependant, le nuage de cendres, lui, peut atteindre des températures comprises entre 500 et 600 degrés. Mais pour transformer quelque chose en verre, vous n'avez pas seulement besoin de chaleur, vous avez aussi besoin d'un refroidissement rapide. Pour faire simple, vous devez chauffer l'objet à une température suffisamment élevée pour qu'il fonde et devienne liquide. Si vous le laissez refroidir lentement, les molécules de ce liquide commenceront à s'organiser calmement en forme de cristaux. Mais si l'objet refroidit très rapidement, il se solidifiera en gardant la forme prise par le liquide. Un peu comme quand on fait des glaçons. Si vous versez de l'eau dans un bac et que vous le mettez au congélateur, elle se transformera en glace parce qu'elle refroidit rapidement. Mais si vous laissez l'eau à température ambiante, elle s'évaporera lentement. Cela signifie que le cerveau a fondu en raison d'une température extrêmement élevée. Mais avant qu'il ne puisse cristalliser, par exemple, ou simplement s'évaporer, il est devenu très froid. Le flux de l'éruption n'était pas assez chaud. Mais le nuage de cendres qui a atteint la ville avant la coulée pyroclastique l'était assez pour déclencher ce processus, et assez rapide aussi pour partir juste au bon moment. Pour déterminer la température exacte nécessaire à cette transformation d'un cerveau en verre, les scientifiques ont utilisé une technique appelée calorimétrie différentielle à balayage. Ce nom sophistiqué signifie essentiellement qu'ils chauffent des éclats de verre, afin de pouvoir observer le moment où ils commencent à changer de forme. Ils ont découvert que le nuage de cendres devait être à exactement 510 degrés Celsius pour que les cellules cérébrales se mettent à fondre. Maintenant, souvenez-vous de ce que j'ai dit à propos de cet homme qui se trouvait à l'intérieur d'une maison alors que la plupart des citoyens étaient à l'extérieur. Eh bien, ces gens ont également été exposés à ce changement de température, mais ils ne se sont pas transformés en verre car ils n'étaient pas protégés par les murs d'un bâtiment. La protection offerte par le crâne a sûrement aidé notre homme, mais ce n'était pas suffisant. Et comme les autres n'étaient pas protégés par des murs de briques, leurs cerveaux sont simplement partis en fumée. Et avant que vous ne me le demandiez, sachez que non, aucune autre partie de son corps ne s'est transformée en verre. Vous voyez, il faut un peu de liquide pour que le processus de fabrication du verre se produise. Le cerveau contient beaucoup d'eau et de graisse, ce qui en fait un candidat idéal pour ce processus de vitrification. D'autres organes pouvaient bien sûr contenir du liquide, mais ils n'étaient pas aussi protégés que le cerveau. Ils ont donc été détruits par la chaleur. Et les os? Eh bien, les os ne contiennent pas assez de liquide. Donc, ils sont restés tels quels, ceux qui n'ont pas été carbonisés, tout au moins. Lorsque le cerveau s'est transformé en verre, il ressemblait beaucoup à une pierre d'obsidienne, une sorte de verre volcanique formé par la lave refroidie d'un volcan. L'archéologue médico-légal qui a découvert ce cerveau vitrifié a même d'abord pensé qu'il s'agissait simplement d'une pierre. Il examinait les os de notre héros lorsqu'il a remarqué quelque chose de brillant à l'intérieur de son crâne, au milieu de toutes les cendres volcaniques qui le remplissaient. À sa surprise, cette chose était bien plus fragile que l'obsidienne, et plus petite aussi.
avec certains fragments mesurant seulement quelques millimètres de large. Il n'a compris que cela faisait partie du cerveau de ce jeune homme qu'après avoir apporté le verre dans un laboratoire. À l'aide d'un microscope, il a découvert qu'il ne s'agissait pas d'une pierre, mais d'un tissu organique. Les cellules qui composent nos organes. Ce tissu organique était constitué de protéines, une molécule produite par les êtres vivants comme les animaux et les plantes. Et ce n'était pas n'importe quelle protéine. Celle-ci était spécifique au cerveau humain car chaque organe est composé de différents types de protéines. Les chercheurs ont également trouvé des cellules nerveuses dans ce morceau de verre, avec les espèces de vrilles qui leur permettent de recevoir et d'envoyer des messages. Le microscope a également montré ce qui restait de la myéline, une substance graisseuse qui aide les messages voyageant le long des nerfs à aller plus vite. Ce n'est pas la première fois que des scientifiques découvrent des cerveaux humains préservés. En fait, plus de 4000 cerveaux ont été trouvés depuis le XVIIe siècle. Si vous trouvez que ce n'est pas beaucoup, gardez à l'esprit que trouver un cerveau préservé dans un squelette alors que les autres organes ont disparu n'est absolument pas courant. Vous voyez, le cerveau humain est en réalité la première chose à se décomposer lorsque nous sommes à 6 pieds sous terre, et il se transforme habituellement en liquide. Lorsque les scientifiques découvrent un cerveau humain, celui-ci est généralement desséché, congelé ou littéralement transformé en savon. Un cerveau peut être déshydraté si une personne périt dans un endroit très chaud, comme un désert. On trouve des cerveaux congelés, évidemment, dans des lieux extrêmement froids, comme les toundras polaires. Un cerveau transformé en savon peut sembler étrange, mais ce processus de saponification n'est en réalité pas si rare. Il faut beaucoup de graisse et d'huile pour fabriquer du savon, et le cerveau humain en est rempli. C'est un processus complexe, mais si vous trouvez un cerveau transformé en savon, c'est qu'il a dû être enterré dans un endroit très humide et pauvre en oxygène. En 1982 par exemple, des ouvriers ont découvert des dizaines de squelettes humains dans un étang en Floride. Ils avaient tous 8000 ans, et 91 d'entre eux avaient encore le cerveau à peu près intact. Et par intact, j'entends qu'ils s'étaient transformés en une sorte de gelée savonneuse. Au cours des années 2000, les cerveaux de 45 personnes ont été découverts en Espagne, préservés grâce à ce processus de saponification. Cette découverte a aidé les chercheurs à comprendre la composition chimique du cerveau et à connaître les conditions météorologiques qui régnaient au moment du décès de ces personnes. Les scientifiques ont également découvert en Turquie 2 cerveaux âgés de 3700 ans, appartenant à un homme d'âge moyen et à un adolescent qui tentèrent de fuir une attaque. Cette fois, les cerveaux s'étaient transformés en charbon en raison d'un incendie à très haute température. Mais bien que leur crâne ait préservé leur cerveau dans cet état, le processus de chauffage et de refroidissement n'a probablement pas été assez intense pour les vitrifier. Mais ça, c'est la première fois dans l'histoire que des scientifiques trouvent un cerveau qui s'est naturellement transformé en verre. C'est un peu comme de découvrir une licorne, mais d'une manière scientifique. Alors, que signifie cette découverte? Eh bien, pour commencer, elle nous offre un aperçu de la vie de ces gens qui vivaient à cette époque lointaine. Deuxièmement, les scientifiques ont appris une technique incroyable pour préserver le cerveau humain. Cela montre également à quel point la nature peut être puissante, suffisamment puissante pour transformer un cerveau en verre, mais assez délicate pour le préserver pendant des milliers d'années. Alors, faisons un clin d'œil au jeune homme qui a, sans le savoir, contribué ainsi au progrès de la science. Il n'avait probablement aucune idée que son cerveau deviendrait un jour la vedette d'une découverte révolutionnaire. Sa fin tragique nous a offert un aperçu fascinant du passé.